Bonjour Okaya. Bonjour Grace. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Kiffe ta race, le podcast qui saute à pieds joints dans les questions raciales. Alors ici, comme d'habitude, on parle d'arabes, d'asiatiques, de blancs, de roms, de noirs, et tout ça sans aucun complexe. Avec l'émergence des blogs et des réseaux sociaux, Internet a vu apparaître une multiplicité de visages et de corps venus défier les canons de la beauté promus par les magazines et le cinéma. Cela a aussi permis d'élargir l'idée que l'on se faisait de l'icône mode ou de la beauté à la française. Nous avons donc décidé de consacrer cet épisode à cette redéfinition dans la représentation et à ce qu'est le travail d'une blogueuse mode et beauté en 2019. Alors pour parler avec nous de ce sujet, nous recevons une pionnière du genre. Elle est blogueuse depuis 2006 et bien d'autres choses depuis. Elle est suivie par près de 140 000 personnes sur Instagram, autant sur Facebook. On la connaît pour ses conseils, mais aussi comme égérie de grandes marques et pour parler bien. Notre invitée aujourd'hui est donc la blogueuse Fatou Ndiaye. Bonjour. Salut Fatou. Ça va les filles ? Ça va et toi ? Très bien. Merci d'être là, c'est cool. Merci de l'invitation. Alors dans Kiffe ta race, Fatou, on a un rituel. On demande à nos invités s'ils se situent sur le plan, s'il et elle d'ailleurs se situent sur le plan racial. Et donc par exemple, Grace est asiatique et moi je suis noire. Et je voudrais savoir si toi tu te définis et si oui, comment ? Alors malheureusement, on vit dans une société où on est défini par son origine, son orientation sexuelle, sa couleur de peau. Si ça ne tenait qu'à moi, je me définirais en tant qu'être humain, en tant que femme, mais la société me rappelle tous les jours que je suis noire. Malheureusement, je vis pas les mêmes réalités que certaines personnes, donc je me définis en tant que personne noire. Voilà. Et est-ce qu'il y a un jour dans ta vie où tu t'es rendu compte que tu étais noire ? En tout cas perçue comme noire ? Alors oui, c'était au CP. Pour la première fois de ma vie, j'ai subi du racisme de la part d'un élève qui était dans ma classe et qui m'avait traité de sale négresse. C'est violent. Donc Wow. je suis rentrée à la maison en pleurant et en disant voilà qu'on m'avait insultée et qu'on me disait oui, t'es noire, t'es du caca. Et c'est là que ma mère m'a expliqué le racisme et m'a parlé de tout ce qui était couleur de peau, tout ce qui était discrimination et racisme. Donc oui, très tôt. Ouais. Ouais. Et très violemment. Oui. Parce que sale haine, c'est quand même... C'est super brutal quoi. Ouais. ça pour qu'un enfant de CP. Ouais, c'est ça, exactement. Ouais, je m'en souviendrai toute ma vie. Ah ouais. Parce C'est ça. que on avait déménagé, donc j'étais nouvelle élève et puis voilà quoi. Welcome. Ouais, Voilà, bienvenue. message de bienvenue. En tout cas, on n'imagine pas l'environnement dans lequel il devait vivre pour dire ça de manière aussi décomplexée, quoi. Tout à fait. Alors on va refaire un peu le chemin à l'envers avec toi, comment tu es devenue blogueuse, enfin, comment tu as ressenti ce besoin-là. Alors tu as créé ton blog en 2006, il s'appelait le blog My Makeup Bag. C'est en Voilà. 2007. Ah pardon, Non, 2007. y a pas de souci. Et il est devenu plus tard, quand tu as changé de plateforme, Black Beauty Bag. Tu as dit que tu faisais partie d'une génération de femmes qui ne voyaient pas une noire dans un magazine et ça fait partie des raisons pour lesquelles tu as fait toi-même ce blog et tu as répondu à cette demande-là. Est-ce que tu peux nous parler de ça ? Tout à fait. Alors, avant de créer mon blog, je faisais partie d'un forum beauté qui était très connu dans la sphère web, qui s'appelait Beauté d'Afrique. Et il y avait des topics. C'était vraiment un lieu, on dirait qu'il était safe aujourd'hui. C'était vraiment un espace créé par des femmes noires pour les femmes noires, où on pouvait parler de beauté, grossesse, sexualité, violence. Donc ces débats-là autour du féminisme, autour de la place de la femme noire dans la société, on les a eus à une époque où encore on donnait pas on estampillait pas de nom précis pour dire voilà, je suis féministe ou je suis activiste, militantiste. C'était un peu comme à l'époque de nos mamans quand elles se donnaient réunion ou à Tupperware ou des tantines où on discutait de la vie et de tout entre personnes qui vivaient les mêmes difficultés ou les mêmes expériences de vie. Et moi j'animais un topic qui avait beaucoup de succès, qui était un topic beauté. Et puis après est arrivé le moment où j'avais envie de parler en tant que personne de mes expériences, et vraiment c'est mes sœurs et des amis qui m'ont dit mais pourquoi tu crées pas ton blog sur Skyblog et tout. Je me suis dit pourquoi pas, why not. Et My Makeup Bag est né comme ça. Et vraiment j'étais à un âge où on aime le maquillage, on parle de beauté. Et c'est vrai qu'en France, on n'avait pas de personnes qui représentaient ça dans les magazines. On voyait pas des personnes qui nous ressemblaient. Entre guillemets, on a eu la chance d'avoir ce boom des séries américaines où on voyait des noirs, comme par exemple Le Prince de Bel-Air ou Le Cosby Show, plein de choses comme ça, où pour une fois, on avait l'image de personnes noires qui avaient
qui célébraient leur négritude, entre guillemets. C'était des gens normaux, ils avaient des bons métiers, ils avaient des parents bienveillants. Voilà, des choses qu'on voyait pas à la télé française. Et puis en termes de beauté, on avait nos chanteuses R&B, on achetait des magazines anglophones et tout ça. Et je me suis dit, mais mince, ok, c'est bien, c'est des femmes noires aux États-Unis, mais on vit pas les mêmes choses. Et voilà, c'est comme ça que mon blog il est né. J'avais vraiment envie de parler de beauté. Et puis mon premier voyage à New York aussi qui m'a ouvert les yeux et je me suis dit, allez, let's go. On va en parler de ton voyage, mais avant, je voudrais revenir sur quelque chose de très personnel qui a aussi accompagné la création de ton blog. C'est qu'à l'époque, tu as aussi décidé d'arrêter de te défriser les cheveux. Oui. Et c'était une époque où c'était pas quelque chose de très commun, en tout cas pas dans la sphère publique. Est-ce que tu peux nous expliquer ta démarche et comment, en fait, à travers ta démarche, tu as réussi à engager un dialogue avec d'autres femmes qui s'interrogeaient comme toi? Alors vraiment, c'est grâce au Forum Beauté d'Afrique, toujours pareil. On avait déjà des filles à l'époque, comme la youtubeuse Naturi Eben. On avait aussi Daniel Best of Day qui avait créé à l'époque, en 2006, le premier blog français qui parlait de cheveux, où elle avait pris le parti de mettre que des femmes noires françaises avec leurs cheveux crépus, parce qu'on avait l'habitude de voir des Américaines, et elle s'est dit, il y a aussi des femmes noires en France, et j'ai envie de les mettre à l'honneur et qu'elles témoignent de leur expérience avec leurs cheveux crépus. Et toutes ces belles photos, toutes ces filles, tous ces conseils m'ont donné envie de sauter le pas. Ouais, en quelque sorte, ça a été une révélation, parce que c'est vrai que ce cheveu qui avait été tant diabolisé, moi qui ai défrisé mes cheveux pendant des années, parce que je pensais, à travers ce que je voyais, ce qu'on me disait, que c'était vraiment ce qui faisait que j'étais reconnue et belle dans la société. Et quand j'ai vu mes cheveux, la beauté de mes cheveux, je me suis dit, mais en fait... ils sont beaux mes cheveux. Et je me suis redécouvert, et c'est vrai qu'au début c'était dur, parce que voir une fille avec un afro, on ne voyait pas ça souvent en France. Donc j'ai dû expliquer mon cheminement, mon parcours, et je pense aussi que ce qui a motivé les filles qui me suivaient, c'est de se dire, en fait, on a une fille africaine qui s'appelle Fatou Ndiaye et qui arrive à avoir de beaux cheveux. C'est vrai qu'on a toujours cette légende urbaine qui veut que si tu es noire et en plus africaine, tu n'as pas de cheveux. Donc je pense que les filles, en voyant que avec mes cheveux crépus, j'arrivais à célébrer ma beauté, à avoir confiance, avoir de l'estime de moi, et que ça ne m'empêchait pas de faire ce que je faisais, je pense que ça les a aussi inspirées. Parce que c'est vrai que le sous-entendu de ça, c'est qu'on pense que les seules femmes noires qui ont des beaux cheveux sont les femmes noires qui sont métissées. Tout à fait. Voilà, donc soit avec des personnes blanches, soit avec des personnes nord-africaines, arabes, etc. Et du coup, que les noirs d'origine africaine subsaharienne sont considérés comme ayant les cheveux particulièrement crépus et des cheveux qui ne poussent jamais en longueur. Donc toi, c'est vrai que du coup, tu as fait la démonstration du contraire, et c'était aussi important pour bousculer un peu l'imaginaire collectif autour de ça. Oui, tout à fait. J'ai remarqué que tu as dit un afro, parce que moi je me demande toujours si on dit un afro ou une afro. Moi je dis un afro. Ah bon, ouais. Non mais parce que c'est un point terminologique très important. Ouais, c'est vrai. Parce que du coup, voilà. C'est marrant. Parce que moi je pensais une coupe afro. Je pense que les gens disent une pour coupe ça, afro, non? c'est ça. Et toi tu dis un afro, moi, je dis comme un afro. Je sais pas. Le afro, l'afro. Je me suis jamais demandé, mais j'ai toujours dit un afro parce que est-ce qu'il y a d'autres coupes qui sont masculins, mais je sais pas. Parce que la queue de cheval. Ouais, c'est vrai. Non, la permanente. Peut-être je réfléchis, mais le lissage. Ah oui, le lissage. Mais c'est le procédé, c'est pas la coiffure. Oui, c'est ça, oui. Du coup, je sais pas. Mais la frange, on va appeler l'Académie française. Peut-être on va faire un croisé avec Laëlia Aveyron, sur son podcast sur les mots. Non, mais est-ce qu'on pourrait mettre afro dans le dictionnaire, non masculin ou non féminin? C'est important. C'est une bonne question. Bonne question. Voilà. Et du coup, oui, par rapport à ton voyage aux États-Unis, donc tu en as parlé. Souvent, quand j'ai écouté des interviews que tu as faites, et les gens te posent souvent cette question, c'est au retour d'un voyage aux États-Unis que tu as décidé de créer ton blog. Et je trouve que ce lien avec les États-Unis est assez... c'est très inspirant, les États-Unis, pour cette liberté d'être, etc. Mais il y a aussi un peu un truc du genre, elle a ramené ça des States, quoi. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Parce que le marketing ethnique, il est quand même hyper développé aux États-Unis. Et d'ailleurs, même ce terme marketing ethnique, il pose problème. Oui, moi, j'aime pas. Mais on est là-bas, ils sont pragmatiques, ils voient l'argent où il est, etc., etc. Et nous, on est universalistes, donc voilà. Mais du coup, quel est le rôle des États-Unis dans ta prise de conscience, et est-ce que pour toi, il y a de l'universalisme dans la beauté? Est-ce que ça peut exister? En fait, vraiment, ce qui m'avait marqué à ce voyage aux États-Unis, je me souviens, c'était à l'époque où je cherchais un rouge à lèvres d'une célèbre marque canadienne, qui est noire avec 3 lettres, je pense que tout le monde ne connaissait pas. Et ils avaient un rouge à lèvres qui était très connu. Et comme j'arrivais pas à le trouver à Paris, je me suis dit, je vais aller, comme j'étais en voyage à New York, j'ai dit, je vais aller chez Macy's, qui est l'équivalent des Sephora. Et arrivé au département beauté, ce qui m'avait vraiment émerveillée,
c'est qu'il n'y avait pas le rayon, comme on dit, beauté ethnique, au coin, dans l'ombre, tamisé, dans la pénombre. Et de l'autre côté, un rayon beauté normal, quoi. Avec la lumière. Alors, tout était mélangé. Je voyais des vendeuses et des maquilleuses noires, des femmes du Moyen-Orient. Je voyais même des femmes voilées donner des conseils super belles, maquillées et tout. On voyait des homos, des trans. En fait, on voyait que des gens qui aimaient la beauté. Et vraiment, j'ai été éblouie. Je me souviens, je suis restée 5 minutes comme ça, en train de regarder tout le monde, comme si j'étais dans un magasin, j'étais, je sais pas, à Euro Disney, quoi. Et je me suis dit, mais il n'y a pas ça en France. Quand j'arrive à Sephora, déjà, quand t'es noire et que j'arrivais chez Sephora et que je demandais des conseils à l'époque, la maquilleuse, elle savait pas. Elle me disait, si elle voyait que vous avez la peau noire, elle vous envoyait directement dans les marques dans la grotte. Ethniques. Et ça m'a beaucoup marqué. Je me suis dit, mais en fait, c'est ça que j'ai envie de voir. La beauté parle à tout le monde. En fait, qu'on soit blanche, qu'on soit asiatique, noire, maghrébine, indienne, tout ce qu'on veut. Quand on va dans un magasin pour acheter un produit de beauté, on va chercher le produit en se disant, je veux être conseillé. On se dit pas, je suis noire, donc il faut que je cherche la vendeuse noire. Je suis noire, donc il faut que j'aille à ce rayon-là. Et pour moi, la beauté doit être universelle parce que dans toutes les communautés, dans toutes les cultures, la beauté fait partie d'un mode de vie. On ne doit pas cloisonner les gens par rapport à leur couleur de peau. Et c'est pour ça que j'ai horreur du terme beauté ethnique, parce que j'ai envie de dire une celte ou une bretonne aussi, c'est des ethnies, mais on ne va pas dire rayon celte, rayon... Enfin, c'est peut-être bête ce que je dis, mais voilà, quoi, juste des rayons beauté. Et je pense qu'on a des yeux, on est intelligent pour ça, connaître qu'il y a tel produit qui est identifié pour les femmes noires ou les femmes à la peau mate, les femmes à la peau blanche. On n'a pas besoin de parquer les gens par rapport à leur couleur de peau. Le sous-entendu dans beauté ethnique, c'est que les blancs n'auraient pas d'ethnicité. C'est vraiment l'idée que les ethniques, c'est les autres, et les autres, après, c'est beauté tout court. Eux sont normales, donc la normalité, et puis il y a les pièces rapportées. Exactement. Moi, c'est comme ça que je le vois. Ouais, mais c'est ça. Hein. Moi, je suis complètement d'accord avec ce que tu dis, Fatou, et en même temps, il y a une vraie complexité de la question, parce que si on ne crée pas des catégories, elles existent quand même. Enfin, si dans la beauté, on reste dans la beauté qui parle à tout le monde, force est de constater que c'est quand même la beauté blanche qui s'impose. Puisque, tu l'as dit tout à l'heure, tu ne voyais pas des femmes noires dans les magazines. Moi, c'est pareil, moi je suis asiatique. Je crois que jusqu'à 33 ans, je vais bientôt avoir 40 ans, jusqu'à 33 ans, je ne savais pas mettre un eyeliner. Parce qu'en fait, j'avais jamais vu de personnes asiates avec un eyeliner bien mis dans mon entourage, parce que voilà, et ni dans, dans les magazines, etc. Et quand j'ai découvert YouTube, j'ai découvert les youtubeuses beauté, il y a une copine qui m'a dit, mais si, t'inquiète pas, c'est facile. J'étais là, non, mais comment je vais faire? Et il y avait un step by step, étape par étape, là, sur YouTube, d'une femme asiate qui se mettait un eyeliner. Et c'était hyper important pour moi d'enfin voir quelqu'un qui me ressemble, avec la paupière qui est moins large que d'autres personnes, faire ce geste qui, aujourd'hui, du coup, je me suis hyper entraînée. Maintenant, j'arrive à mettre... Je l'ai pas mis aujourd'hui, ça se voit pas, mais je sais le faire. Donc, en même temps, la catégorisation, c'est-à-dire la beauté, c'est pas la beauté asiatique, mais en tout cas d'avoir une youtubeuse asiatique faire ce geste, ça m'a aidé moi à m'approprier ce geste. Donc cette démarche, elle est compliquée. Disons que moi je trouve qu'il y a une différence entre le fait que des personnes, des youtubeuses comme celle dont tu parles ou comme Fatou, donnent des conseils spécifiques à des personnes qui en ont besoin parce qu'elles ont les yeux en amande ou parce qu'elles ont les cheveux crépus, etc. Et une marque qui, au lieu de faire un seul rayon avec toutes les déclinaisons de fond de teint, va faire un rayon très grand, très conséquent, et d'un autre côté va mettre un autre rayon, alors que ce sont les mêmes produits en vérité, tu vois. Oui, c'est ça. C'est plus de dire, en fait, on peut être inclusif dans ce cas-là, et effectivement, on peut quand même considérer que certaines populations ont besoin de conseils spécifiques, donc ça veut dire qu'il faut quand même former les personnes qui sont présentes, tout à fait, pour pouvoir prendre en charge toutes les clientes et tous les clients d'ailleurs. Oui, c'est-à-dire que du coup, au niveau de la cosmétique, il y a des produits. Il y a des produits qui sont spécifiques à certaines... par exemple, quand on parle des cheveux, c'est-à-dire qu'il y a quand même des produits qui sont spécifiques aux produits aux cheveux crépus, parce que c'est une question de texture, voilà, c'est comment les nourrir, etc. Comment les voilà. Alors que peut-être au niveau de la peau, du soin de la peau, c'est pas la même chose que le maquillage, parce que du coup, même pour le soin, je pense qu'il y a même un truc d'hydratation qui est différent. Puis après, c'est vrai qu'il y a plein de choses qui sont liées à la vitamine D, qui est plus ou moins absorbée selon le degré de carnation. Donc il y a même des compléments alimentaires à prendre. Par exemple, quand on va en parapharmacie, je vois bien, par exemple, des produits peau acnéique, peau sensible. On mélange bien ce type de peau, tu vois. Pourquoi ne pas mettre aussi... En fait, j'ai envie d'arriver dans un rayon
de magasins, et j'ai des yeux, donc je vais très bien savoir quel est le produit que je cherche. Mais quand je vois qu'il y a un grand rayon tout lumineux avec que des femmes blanches, blondes, et que moi, je suis parquée à 5-6 mètres plus loin, dans une lumière qui est un peu tamisée, et à la limite, il n'y a même pas de conseiller, déjà, je me sens discriminée. Je me dis, je suis pas reconnue dans la société en tant que personne normale. Donc, et ça a évolué, heureusement, mais c'est important aussi que le monde de la beauté comprenne que, oui, il y a différentes beautés, il y a différentes femmes, mais quand on fait des produits qui parlent à tout le monde, essayons de globaliser pour que tout le monde se sente représenté et à égalité. Ça, tu dis justement que ça a évolué. Toi, tu travailles pas mal avec des marques de cosmétiques en tant qu'égérie ou en tant que consultante aussi. Est-ce que tu peux nous raconter quelle évolution tu as observée et quelles sont les questions qu'on te pose, en fait, sur quoi on te sollicite par rapport à ton expertise ? Déjà, ce qui a évolué, tout ce qui est fond de teint. Ça, quand j'ai commencé mon blog en 2007, fallait être magicienne, mélanger des teintes. Parfois même, on mettait même pas de fond de teint parce que c'était impossible de trouver des teintes à notre peau. L'inclusivité, même si je trouve qu'il y a encore beaucoup d'efforts à faire, je préfère le terme d'inclusivité plutôt que de diversité. Parce que la diversité, c'est juste, on met des personnes et ça fait beau. Mais l'inclusivité, c'est vraiment, pour moi, c'est donner la parole aux personnes, les laisser intégrer tout ce qui est pôle de stratégie, tout ce qui est pôle de décision. La diversité, c'est vraiment pour faire joli, pour moi. Et oui, vraiment, on voit plus de personnes noires, de personnes maghrébines, même quand on regarde le monde de YouTube, le monde de la blogosphère. Il y a plus de représentation, il y a plus de diversité. Et moi, ce que j'ai envie de dire, c'est qu'il y ait autant de femmes noires, autant de femmes indiennes, qu'il y ait autant de femmes possibles, parce que c'est pas parce qu'il y a une noire qu'elle va... Moi, je le dis toujours, quand on me dit oui, Black Beauty Bag, je dis, moi, je suis Fatou, avec mes goûts, ma personnalité, ma perception de la vie. Ça veut pas dire que toutes les filles noires pensent la même chose que moi. Et j'ai pas envie d'être la représentante des noirs, parce que les noirs, elles sont aussi diverses que les blancs. Faut qu'on arrête aussi de penser que un noir suffit à représenter tous les noirs. Je veux dire, dans le monde de la beauté, on prend pas qu'une seule blanche, on va prendre 10 blanches. Pareil pour tout ce qui est voyage, opération, voilà. Et c'est ce pourquoi moi je me suis battue. Et aujourd'hui, quand je vois qu'il y a plusieurs filles noires, qu'il y a différentes représentations, c'est super important. Donc ce qui se passe aujourd'hui, c'est encore assez timide en France, malheureusement. Mais par rapport à des années, il y a une dizaine d'années... il y avait vraiment rien du tout. Après, ça va être vraiment les réunions pour tout ce qui est produit, les termes. Moi, par exemple, des termes comme c'était dompter les cheveux non malléables. Enfin, vraiment des termes animalisants, des termes où on sent que on a l'impression qu'on parle pas d'une femme, on parle d'un félin, d'un lion, d'un animal qu'il faut dompter. Qui n'est pas docile. Je me suis battue avec les marques pour que quand il y a des sorties de produits, quand ils parlent à une population, en fait, faut intégrer ces gens-là dans le processus d'organisation, et surtout quand on crée un produit pour des personnes, il faut intégrer ces personnes-là. Ces personnes-là savent mieux que vous ce qu'elles veulent voir, ce qu'elles veulent entendre. Et ça éviterait tellement de polémiques dites racistes, je pense, si on intégrait vraiment les gens qui vivent ces choses-là, et pas décider entre personnes qui ne vivent pas ces problématiques-là, de faire des choses et après de s'étonner que, oups, il y a une boulette. Voilà. Mais justement, à chaque fois qu'il y a une polémique, enfin pas à chaque fois, mais tu prends la parole, tu es engagé, tu t'exprimes sur ces choses-là. Donc il y a eu la polémique autour du blackface, enfin des différents blackface. Il y a eu des propos qui ont été tenus par la comédienne et animatrice audiovisuelle Capucine Anave récemment. On va écouter un extrait de ce qui a été rapporté. Ils sont trop bons, donc ça c'est trop bien pour les cheveux qui sont secs au bout, qui sont vraiment un peu crépus, un peu comme un balai à shot, pardon de l'expression. Pardon de l'expression. ça annule tout si tu dis pardon, et ça enlève le mal. Non, c'est chaud. Franchement, c'est. En fait, moi, j'ai vu que tu avais réagi sur cette polémique. Oui, elle m'a bloqué d'ailleurs. Ah. Ouais, j'ai réagi, même le blackface d'ailleurs. Elle a présenté des excuses, faut quand même le préciser. Après, c'est bien, après, oui. Bon, parce que c'est pas le cas de tout le monde. Elle a quand même présenté des excuses. Blackface, c'est vrai que oui, Après le blackface, le problème c'est que c'est vrai que c'était quelque chose qui était connu aux États-Unis.
En France, à l'époque, on n'en parlait pas trop. C'est arrivé avec le web, surtout Twitter et tout ça. Et voilà, d'ailleurs, je me souviens, il y avait une polémique avec une youtubeuse que je connais très bien, qui avait fait un blackface parce que elle voulait parler du manque de représentation des fonds de teint et elle s'était maquillée avec du fond de teint noir. Et c'est vrai que comme c'est quelqu'un que je connais très bien, donc c'est vrai que les gens ont voulu m'attraper dessus, genre tu défends le blackface, mais ta pote. Et j'ai dit aux gens, en fait, c'est quelqu'un que je connais, donc je vais pas m'amuser. C'est comme si Rokia fait une boulette, on se connaît, je vais pas aller l'attaquer sur les réseaux sociaux. Ouais. On a nos numéros de téléphone, voilà, et j'étais très fâchée, mais je lui ai dit ce que je pensais. Après, on est des adultes et tout, elle s'est excusée auprès de tout le monde et tout ça. Pour en revenir à Capucine, elle a dit ce que beaucoup de personnes malheureusement pensent, et d'ailleurs j'avais tweeté, je pense que voilà pourquoi il est important que des gens comme nous qui vivons des discriminations, arrêtons nous-mêmes de nous moquer de nos particularités ou caractéristiques physiques, parce qu'on donne le pouvoir aux gens de nous mépriser, de nous insulter et de dire, vous avez l'habitude de dire ça entre vous, donc ça change quoi si moi je le dis ? Et donc voilà, parce que aujourd'hui, par exemple, sur Google, quand on tape cheveux crépus, le moteur de recherche estime que le cheveu crépus est quelque chose de moche. Et pas professionnel aussi, parce que les gens dans les moteurs de recherche ou même dans les discussions sur les forums, même sur les blogs, les gens disent que le cheveu crépus il est moche. Donc Google, lui c'est l'algorithme, donc pour lui, cheveux crépus dit moche. Quand on tape cheveux moches, c'est le cheveu crépus qui apparaît en premier. Donc oui, le cheveu crépus malheureusement a été et l'est encore un cheveu incompris, diabolisé, qui ne représente pas la beauté. Et d'ailleurs, c'est pour ça, quand j'ai tourné cette pub il y a 2 ans avec la grande marque que tout le monde connaît. Je crois qu'on peut le dire ici, non ? On peut le dire ? Je sais pas. Parce que je le vaux bien. C'est L'Oréal, voilà, c'est L'Oréal, parce que je le vaux bien. J'ai insisté, quand je suis arrivée sur le tournage, j'ai dit, moi, pour la pub, vraiment, quand on parle de moi, on sait que voilà, l'afro me représente vraiment. Et j'ai dit, je veux porter mon afro pour cette pub télé. Et tout le monde a dit, ok, il n'y a pas de souci. Je voulais pas être les cheveux lissés, je voulais pas de coiffure texturisée qui fasse, entre guillemets, présentable à la télé française. J'ai dit, c'est mes cheveux, c'est comme ça qu'ils sont. Ils tiennent majestueusement sur ma tête, en apesanteur. Et c'est ce que je suis. Je veux faire cette pub avec cet afro. Et j'ai eu raison parce que quand les gens voyaient la pub, la première chose qu'ils voyaient, c'est une fille noire, africaine, qui s'appelle Fatou, pas une noire américaine, avec un afro. Et ça a parlé à beaucoup de monde. L'Oréal a reçu beaucoup de messages, j'ai reçu beaucoup de messages de gens qui étaient contents, qui remerciaient. Enfin, on voit une femme noire, pas avec une perruque ou des cheveux lisses, mais vraiment l'afro. Une coiffure qui est insultée, qui est incomprise, que des gens trouvent pas présentable. Vous allumez votre télé à heure de grande écoute, vous voyez une fille avec son afro. Donc je pense qu'à un moment, faut pas avoir honte de qui on est. Quand on a de l'estime de soi, de la confiance en soi, on sait ce qu'on vaut, on sait qui on est, on se plie pas à ce que les gens attendent de nous. Voilà. Alors, du coup, je veux rebondir sur quelque chose que tu disais par rapport aux recherches Google. Justement, quand tu cherches en anglais « unprofessional hair », donc des cheveux non professionnels, tu tombes uniquement sur des personnes noires, en fait, avec des cheveux tout avec crépus. Ouais. Et ce que ça traduit, c'est aussi le fait qu'il y a beaucoup de noirs, c'est les seules personnes qui se posent la question du professionnalisme, entre guillemets, de leurs cheveux, ce sont des personnes noires. Parce que pour moi, ça traduit une préoccupation qui est très ancrée chez les noirs et intériorisée, parce que les gens qui recherchent ça, ce sont des gens qui se demandent comment ils peuvent se rendre présentables dans un cadre professionnel. Et c'est vertigineux. C'est vertigineux parce que ça montre aussi comment c'est intériorisé et comment on considère qu'un type de cheveux, du simple fait de sa texture, peut être refusé dans un cadre pro. Tout à fait. Et je pense aussi que ça dépend du domaine, parce que si on est dans les arts et le divertissement et dans le sport, on a plus l'habitude de voir des personnes noires avec des afros. C'est clair. Et du coup, on trouve ça chouette. C'est original et c'est des gens qui ont de la personnalité, tu vois. Alors que si on est porte-parole du gouvernement, pour ne citer personne. Ouais, c'est ça. C'est que du coup, tout de suite, on trouve que c'est non, ça fait pas sérieux. C'est-à-dire que c'est super quand c'est pour faire le divertir les gens et pour les faire rigoler et tout ça. Mais dès qu'il faut vendre des contrats ou ramasser du chiffre, et tout de suite on se dit mince, alors là. Moi, j'ai des copines qui ont attendu d'être en CDI pour pouvoir venir en afro après. Waouh, c'est dingue.
Mais c'est comme si, en fait, on nous autorisait pas à être totalement noir. C'est-à-dire qu'on doit être noir, mais dans un cadre qui ne met pas mal à l'aise des personnes qui n'ont pas l'habitude de côtoyer des noirs. Et d'une certaine manière, ne pas être dans une expression de son corps totale. Et du coup, je veux dire, si on a envie de porter des extensions, de se défriser les cheveux, on a le droit. Mais de se dire que les cheveux tels qu'ils poussent sur la tête sont considérés comme étant vulgaires ou, négligés, ça pose des questions. Et Fatou, donc on continue sur tes engagements. Tu es aussi très très engagée par rapport à tout ce qui contribue, on vient de l'entendre, à la stigmatisation des personnes noires. Ton premier combat dans ton affirmation, évidemment, c'est celui qui concerne ton prénom, de manière assez évidente. Tu es à l'origine d'un article qui a beaucoup fait parler, qui s'appelait « Je m'appelle Fatou, ça vous pose un problème ?» Est-ce que tu peux nous rappeler le contexte qui a contribué à la rédaction de cet article et quel était ton objectif ? Alors, je sais pas si tu te souviens, il y a un chanteur, j'ai oublié son nom, qui avait chanté... qui avait parlé de mon prénom et qui ironisait en moquerie Fatoumata, elle t'a maté. Ah, c'est Kinvey. Voilà. Elle t'a maté Fatoumata. Voilà. On va épargner aux gens qui nous écoutent. Sur les réseaux sociaux, c'est pareil. Fatou est assimilée à la fille Wastaf, qui a un pauvre langage français, qui ne sait pas s'exprimer, qui ne sait pas se tenir en société. Elle traîne en bande, elle crie... il y a eu toutes sortes de noms, Fatou Flingué, le clan des FF, Fatou Fâché. Moi, je connaissais pas. Je vous recommande la lecture de l'article qui est vraiment très bien écrit. Et tu parles des FFF. Voilà. Est-ce que tu peux parler de ça ? Parce que du coup, moi, je connaissais pas. Donc, c'est les Fatou Flingués, Fâchés. Voilà. Donc, voilà. Dès c'est la Angry Black Woman française. Voilà, c'est parfait. Donc, dès qu'on voyait une fille noire, t'es une Fatou. Et même moi, des fois, quand je rencontrais des gens et que je discutais avec eux, on débattait et que au moment est venu de se présenter, tu t'appelles Fatou ? Ah, t'as pas une tête de Fatou. C'est quoi une tête de Fatou ? Donc, et le plus triste, c'est que, comme tu disais tout à l'heure, c'est que nous-mêmes, en tant que personnes noires, on avait intégré cela. Donc souvent, même sur les réseaux sociaux, c'était les personnes noires qui s'en amusaient. Et à un moment, j'en ai eu marre, je me suis dit, mais mince, le prénom qu'on donne à une personne, c'est quelque chose qu'elle va porter toute sa vie. C'est son empreinte, ça a une histoire. Pour moi, ça fait partie de son ADN. Un nom, ça a une charge émotionnelle, pour moi, ça a une puissance. On ne donne pas un nom comme ça. Il y a une histoire derrière. Et quand on connaît ce prénom, on peut pas se permettre, en fait, de lui manquer de respect. Et j'ai pris ma plume et je me suis dit, j'ai besoin de parler, j'ai besoin d'expliquer. Et c'est vrai que cet article, il a eu beaucoup de succès. Le Huffington Post l'a repris. Et ça a été un des articles les plus lus de mon blog. C'est intéressant, en tout cas, parce que Fatou, c'est quand même un prénom très répandu aussi. Donc, comme les Stéphanie. C'est ça. C'est un prénom très répandu en Afrique de l'Ouest. Et du coup, c'est comme si... être vraiment, parce que c'est un prénom caractéristique de beaucoup de femmes noires, c'est comme si on te disait t'es noire, quoi, mais de manière implicite, et que c'était négatif. C'était négatif, c'est ça. Bah oui. T'es une Fatou. Surtout que Fatou, c'est le prénom qu'on donne en général à la fille née dans une famille musulmane aussi. Parce que je crois, si je dis pas n'importe quoi, c'est le prénom de la fille du prophète. C'est l'équivalent de Fatima. Fatima du prophète, il me semble. Ouais, c'est voilà, comme les garçons, Mohamed. Voilà. C'est ça. Et oui, ça veut dire, c'est limite, pour moi, c'est une insulte. C'est comme. Oui, c'est une insulte pour toutes les filles noires. Ouais, voilà. Donc, non, à un moment donné, non. On va écouter un extrait d'un sketch d'un humoriste qui fait grincer des dents parce que il se moque des femmes noires. L'année dernière, je suis sorti avec une blanche. Tu sais, quand tu sors avec une blanche, pendant les 6 premiers mois, tout se passe bien. Le matin, tu te réveilles, elle est déjà debout, lavée, coiffée, maquillée. Le petit déjeuner, il est prêt. Et pour te réveiller, elle te dit « Debout, mon bébé, il est 10h. T'avais dit qu'on ferait des knackis ?» Je suis sorti avec une meuf de mon quartier, c'était pas du tout la même chose. Kumba qu'elle s'appelait. La première fois que j'ai dormi avec elle, j'ai cru que j'avais dormi en garde à vue. La deuxième fois, j'ai fait une crise d'épilepsie directe. Elle était allongée à côté de moi en position latérale de secours, PLS qu'on dit. Elle était ni coiffée ni maquillée. D'ailleurs, elle était toute nue, mais pas toute nue déshabillée, toute nue du visage. C'est-à-dire pas de crayon, pas de fond de teint, pas de rouge à lèvres. Le seul truc qu'elle avait, c'était des boutons. Des boutons que je n'avais jamais vus auparavant. Le petit déjeuner, bien sûr, il n'y en avait pas. Et à 17h, quand madame a décidé de se réveiller, vous savez ce qu'elle m'a dit ? Salam, frérot, il est quelle heure là ? Je te jure. Donc il s'appelle Benito. Je pense que c'est important de préciser que c'est un homme noir. Oui, oui. Oui, ça a fait polémique sur Twitter. Ouais.
Et, moi, en tout cas, ce que je trouve dingue, c'est que déjà, Kumba, c'est drôle. Enfin, le mec a dit, sa meuf s'appelait Kumba. Et franchement, j'ai envie de big up Kumba parce qu'on n'est pas là pour faire le petit-déj de nos mecs, quoi. Donc, voilà. Donc, je sais pas qui est cette Kumba, mais je la félicite. Mais c'est, voilà, pour revenir sérieusement, ça c'est un peu dans le même sens de ce que tu disais. Et ça va dans le sens de ce que tu dénonçais dans ton article qu'on a cité tout à l'heure, du hashtag « Tout est noir chez moi, sauf ma femme ». Sauf ma femme, ouais. Oui, c'est un hashtag qui a circulé sur Twitter pendant des très hommes longtemps, noirs, d'ailleurs. Et donc, c'est vraiment le dénigrement des femmes noires par les hommes noirs. Oui, ça, c'est constamment, en fait, quand on regarde sur Internet. Et j'en ai plus pris conscience, en fait, en devenant maman. Mon fils, il aura bientôt, en janvier, il aura 18 ans. Ah ouais. Ouais, c'est un grand garçon. Donc lui, il est souvent c'est vraiment génération Internet. Il est vraiment né dans Internet. Et on a beaucoup de discussions, que ce soit avec son papa ou ensemble ou avec moi toute seule avec lui. Parce que je dis tout le temps, la première représentation qu'un homme noir a de la femme noire, c'est sa mère. Et quand je vois ces hommes noirs se moquer des femmes noires, moi, la première chose que je leur dis, même sur les réseaux sociaux, c'est pas de moi que tu te moques, c'est de ta maman. Donc, quelle image elle t'a transmise ? Qu'est-ce qui ne va pas ? Qu'est-ce qui s'est passé pour que pour toi, la femme noire ne soit pas une femme comme une autre, que tu peux imaginer sensuelle, sexuelle, émancipée, toujours cette image de la femme noire servile, sauvage, énervée, qui n'est pas câline, qui n'est pas fragile. On nous retire tout ça. Et quand on leur pose la question, ils se trouvent bêtes parce qu'ils n'ont pas réponse à ça. Et à un moment donné, il faut avoir cette discussion avec ces hommes noirs-là, parce que, oui, ils nous font du mal. Et à un moment donné, on ne peut pas nous respecter si nous-mêmes, on véhicule ce genre d'image. Toujours faire rire les autres en se diminuant. Je ne comprends pas ce besoin, en fait. Pendant des années, c'est ce que d'autres personnes ont fait de nous. Pourquoi on continue le travail ? Aujourd'hui, on se bat justement pour être représenté, pour être respecté. On n'est pas encore arrivé à une époque où même les communautés noires sont pas encore arrivées à un niveau où elles peuvent encore rire d'elles. Il y a trop de séquelles, il y a trop de choses qu'elles ont subies par rapport à leur physique, par rapport à leur esthétisme, par rapport à qui ils sont. On peut pas encore rire de nous. Je pense qu'on n'est pas encore arrivé à ce stade-là. Et voilà, moi, ça me fait de la peine, en fait, quand je vois ça. C'est pour ça que j'aborde tous ces sujets-là avec mon fils. Maintenant, on choisit pas de qui on va tomber amoureux. On choisit pas les personnes qui vont rentrer dans nos vies. Mais constamment dénigrer les personnes, nos semblables, pour amuser la galerie ou pour dire, j'aime pas les femmes noires, je préfère les femmes blanches. Enfin, c'est surtout bête, pour en dire fait. que c'est parce qu'elles font le petit-déj, quoi. Oui, voilà. Il y a un vrai mélange de sexisme et de racisme dans ce que tu dis. Moi, pour moi, c'est l'éducation et l'image aussi, parce que on va pas se mentir, même que tu le vois sur Twitter, les discussions, les débats, il y a encore dans nos communautés cette image que une femme noire qui est bien, c'est une femme noire, limite tout ce qui est sexualité, féminité. En fait, c'est invisible. Ça doit être une femme qui doit être à disposition de l'homme. Elle doit savoir cuisiner. Elle doit être disponible pour le sexe. Ça veut même pas dire que c'est un échange entre deux partenaires. C'est vraiment être disponible pour faire plaisir à l'autre. C'est un acte qu'elle doit faire parce que, voilà, c'est comme ça. Beaucoup de personnes n'ont pas eu l'habitude de voir leur maman être des femmes. C'est-à-dire, à partir du moment où tu te mets en couple, où tu es marié, tu n'es qu'une maman à la disponibilité de ton mari et de tes enfants. Donc, quand tu n'as que ça comme image de la femme noire, quand tu grandis, pour toi, c'est ça la femme noire. Et moi, je refuse qu'on perpétue cela. Donc, c'est pour ça que c'est super important et je suis super contente de voir toutes ces chaînes podcast, toute cette libération de la parole noire. Même quand des femmes noires parlent de sexe sur Twitter, je suis la première à le retweeter parce qu'à un moment donné, ça suffit qu'on nous interdise d'être juste des femmes, en fait. Tes engagements, ils viennent de ton travail dans la beauté, et je trouve que c'est assez... Tu sais, parce que moi aussi, dans mon éducation, j'ai associé la beauté, le maquillage avec tout ce qui était pas convenable, tu sais. C'est-à-dire que une femme maquillée, c'était une femme qui était une femme de petites mœurs, petite vertu, une femme de joie, et du coup, de se réapproprier cette féminité
par la beauté en se disant je peux être belle et je peux être forte et je peux être quelqu'un de bien, ça n'a aucun lien. C'est hyper important dans ce que tu dis et en même temps il faut faire attention, et je pense que ça tu le répètes souvent, il faut faire attention à que ce soit pas le centre de notre vie non plus. C'est-à-dire que on peut être bien, mais nos cheveux c'est important, comment on prend soin, etc. Mais attention, c'est pas non plus le centre de notre vie. Tout à fait. Et ça, quand je lis tes articles, et je trouve que c'est hyper bien écrit. Merci. Et que tu véhicules beaucoup de messages. Tu as mis dans l'un de tes derniers articles en highlight sur ton blog, tu prends l'exemple de Chimamanda qui a écrit ce livre à destination des petites filles, dire... Chère Ila oui, c'est ça, j'arrive plus à dire le prénom. Oui, qui s'adresse à sa fille. Oui, donc, c'est sa meilleure amie qui va devenir maman, et elle lui écrit une lettre. C'est ça, qui s'adresse effectivement à une petite fille. Voilà. Et donc, du coup, tu dis que le conseil à la petite fille qu'elle lui donne par rapport à ses cheveux, c'est d'en prendre soin, mais de faire autre chose aussi, de ne pas passer trop de temps à parce qu'elle dit une phrase, moi, qui m'a beaucoup marquée. Elle dit, quand on y repense, et d'ailleurs, c'est vrai que les cheveux est une obsession je suis désolée de le dire, dans la communauté noire. Alors, il suffit qu'il y ait un morceau qui dépasse, c'est l'hécatombe. Mais elle dit, on passe tellement de temps sur la tête de nos filles, et c'est du temps qu'on aurait pu consacrer à leur apprendre à conquérir le monde. Et elle a raison, en fait. Et du coup, ça nous rappelle une polémique qu'il y a eu très peu de temps sur les réseaux sociaux, après qu'une photo d'une petite fille noire a été publiée pour une campagne de la marque de vêtements H&M. C'était une petite fille noire qui faisait partie d'une série de photos. Il y avait d'autres filles qui n'étaient pas noires. Et l'idée, c'était de faire des photos d'enfants qui revenaient de l'école. Oui. Donc un peu débraillés, puisque évidemment, après avoir passé 5 heures à l'école, tu n'es plus coiffée. Et il y a eu un vrai tollé sur Internet. Et toi, tu t'es exprimée là-dessus. Est-ce que tu peux nous rappeler ce que tu as dit ? Oui, alors moi, quand j'ai vu ça, en fait, la polémique, elle est partie du coiffeur de l'actrice Lupita Nyong'o, qui a vu la photo et qui a dit que c'était inadmissible, que aujourd'hui il y a plein de coiffeurs noirs, on aurait dû coiffer la petite, lui glisser, lui tirer les cheveux. Donc on sait très bien qu'en France, quand il y a une polémique qui est née des États-Unis, c'est validé, donc tout le monde a sauté sur le truc. Et moi, je sais qu'on m'a envoyé plusieurs fois cette photo, parce que c'est vrai que maintenant, quand il y a des polémiques, il y a des gens qui m'envoient les trucs. J'ai vu l'image, je me suis dit bon. C'est vrai que H&M sort d'une polémique qui n'est pas si lointaine de ça, donc les gens vont pas chercher à analyser, ça va être, il recommence encore. Oui, c'était la polémique sur le petit t-shirt du petit jungle, garçon, Et donc moi je suis partie sur le site H&M pour voir cette campagne. Et j'ai vu en fait qu'il y avait d'autres enfants, des filles blanches, il y avait tout type d'enfants, filles ou garçons, et vraiment ils avaient la tête d'enfant, comme quand j'allais chercher mon fils à l'école primaire, le matin il était net, et le soir les baskets il y a des trous, les cheveux débraillés, en fait on a tous été comme ça. Et j'ai lu ce que H&M disait, mais en fait ils ont voulu faire une campagne où ils ont dit aux parents, ramenez vos enfants après l'école. Donc c'était pas on vous maquille, on vous lisse les cheveux. Et quand j'ai vu la réaction des gens par rapport aux cheveux de la petite, mais c'est quel genre d'enfant, sa mère devrait avoir honte, elle laisse la petite aller à l'école comme ça, elle aurait dû lui tirer les cheveux, elle aurait dû la coiffer. Et je me suis dit, mais en fait, c'est juste ses cheveux à l'état naturel. Ça veut dire que nos cheveux ne sont pas raides. Donc, quand ils sont un peu décoiffés, ça donne cet esprit-là. Et je me suis dit, mais pendant des années, on a mis à la une de magazines des petites filles qu'on appelait grunge, bourgeois bohème, elle est coiffée, décoiffée, ça fait rock, c'est poétique. Une petite fille noire, vous pouvez pas dire la même chose. Elle fait une super belle campagne. Le souvenir qu'elle aura, c'est que, en fait, je suis noire, moche, ma mère s'occupe pas de moi. Donc, il fallait lui plaquer les cheveux. À un moment donné, il faut qu'on arrête. Et là, j'ai pris des albums que j'ai à la maison. J'ai demandé à ma mère aussi de m'envoyer des photos. Et j'ai vu que la coiffure qu'elle avait, c'est ce que j'avais. Et ma mère me disait même, Fatou, toi, t'es une fille, quand t'étais petite, je te coiffais même pas parce que tu supportais pas, en fait, le peigne. Donc, on te faisait peut-être 2 tresses où on te laissait les cheveux. Et quand tu revenais, même, tu retirais les élastiques. Et j'ai publié ces photos pour leur montrer, mais des millions de petites filles noires vont à l'école, elles sont coiffées comme ça. Et il faut savoir que nous, les filles, à la récréation, on joue à la coiffure, on se détache les cheveux, on s'arrange les cheveux. Donc, la coiffure avec laquelle tu es partie le matin, tu n'auras pas la même chose. Donc, vous vouliez quoi ? Qu'on lui défrise les cheveux ? Qu'on lui mette une perruque ? Qu'on lui fasse des tresses ? Est-ce qu'une petite fille peut être juste une petite fille ? Et peut-on normaliser ce type de cheveux ?
qu'au moins d'autres petites filles, quand ils voient cette fille qui fait une pub H&M qui est assez importante, se disent « Ah ben on est comme elle, on a les mêmes cheveux, donc on est normal. » Vous êtes en train de dire aux petites filles noires qu'elles sont obligées d'être tirées à 4 épingles, sinon ce sont des monstres. Ça m'a énervé. Et j'ai bien aimé d'ailleurs quand H&M a dit « Est-ce qu'on peut juste laisser les enfants être des enfants ?» Vous vous rendez compte qu'une petite fille, tout ce qu'elle demande, c'est être aimée, épanouie, et vous êtes en train de lui mettre dans la tête qu'il faut qu'elle réponde à un certain stéréotype et code de beauté à un âge où elle devrait être insouciante. Enfin, voilà, j'ai trouvé ça stupide. Je trouve que tu as bien résumé la situation parce que c'est vraiment... on se rend compte qu'on n'est pas blanc, et puis de surcroît, quand on est noir, on ne possède pas ce privilège d'être comme on est, c'est-à-dire qu'il faut qu'on soit toujours parfait. Sinon, on jette l'opprobre sur nos parents, sur l'ensemble du groupe, sur nos aïeux, sur tout le monde. Voilà. On n'a même pas le droit d'être individuel. On a l'habitude de voir dans les marques, les photos de mode, des personnes noires qui ne sont pas respectées dans leur beauté naturelle, que dès qu'il y a quelque chose qui voudrait aller dans ce sens-là, on réagit peut-être trop vite, tu sais. Tout à fait. Donc tout ça, c'est ça. Parce qu'en fait, je pense qu'indirectement, comme on a intégré l'idée que quand un noir commet un méfait ou se comporte mal, ou c'est pareil pour toutes les autres minorités, ça jette le discrédit sur l'ensemble du groupe. Et ben, je pense que nous, quand on voit une personne noire mal coiffée, on se dit c'est moi qui va être critiqué. Oui. Parce qu'à travers cette petite fille, on va dire tous les noirs sont mal coiffés, sont négligents, etc. Donc ça veut dire qu'il faut aussi un peu sortir de ça et s'autoriser à vivre avec comme un être humain, et quitte à aussi faire des erreurs, même si je considère que cette coiffure n'est pas une erreur. Donc je vais te poser une dernière question, puisque on va pas tarder à terminer. Le Vogue américain t'a considéré comme redéfinissant la beauté française. Oui. Alors c'est vrai que pour les gens qui te connaissent, tu ne ressembles pas vraiment à Caroline de Maigret ou à Charlotte Gainsbourg, qui sont les Parisiennes un peu iconiques. Et en même temps, t'es une Parisienne type qui, on peut le voir sur les photos que tu peux poster sur Instagram notamment, mais sur tout ce que tu portes. C'est comme ça que tu es perçue à l'étranger. Donc quel effet ça te fait? Et est-ce que c'était un projet que tu avais quand tu as commencé le blogging? Est-ce que tu as pensé justement incarner cette Parisienne actuelle? Même pas, parce que en fait, pour moi, je suis parisienne. Je suis née à l'hôpital Saint-Antoine, dans le 2e arrondissement. On a habité dans le 19e pendant des années avant de déménager dans le 93. Pour moi, ça coulait de source. Je suis parisienne. Après, c'est vrai que dans les magazines, la parisienne, elle doit être filiforme, à la Jeanne Damas, comme ce que tu as dit, Caroline de Maigret, posée au café de Flore, en train de bouquiner. Moi, je suis la parisienne qui prenait mon RER, mon métro pendant les grèves, qui ne faisait pas de vélo dans Paris, mais je suis comme des millions de Parisiennes, en fait. On ne mettait pas peut-être des sacs de créateurs, on mettait nos petites baskets, nos petits jeans, nos petits looks très colorés, très voyants. Je suis autant parisienne qu'une Aya est parisienne. D'ailleurs, j'avais bien aimé l'article sur le Slate où on disait que Aya était la nouvelle représentation de la parisienne. J'ai envie de dire, la parisienne, c'est celle qui se sent parisienne, c'est celle qui habite à Paris et dans la région parisienne. D'ailleurs, maintenant, Paris va devenir les banlieues vont devenir le Grand Paris. Non, et c'est toujours marrant de voir qu'à l'étranger, on aura toujours plus de considération. Et quand le Vogue m'a interviewée et me disait que je redéfinissais ce qu'était la parisienne, j'ai trouvé ça élogieux et j'étais super contente parce que ils étaient en train de dire en fait la parisienne, elle peut être noire, elle peut être maghrébine, asiatique, elle ressemble à ce qu'on ne présente pas dans les grands magazines français, et que la parisienne, c'est toutes ces femmes qui prennent les transports tous les jours. Une parisienne n'est pas un stéréotype défini, elle est multiple, voilà. Ouais, donc ça inclut aussi bien Caroline de Maigret que oui, Fatou ça Ndiaye. inclut tout le monde, Voilà. Mais à un moment donné, il faut qu'on arrête tout le temps de donner la même image de la parisienne. La parisienne, elle peut être grande, mince, grosse, voilée, les cheveux rasés, lesbienne, bisexuelle, athéiste. En fait, la parisienne, c'est tout le monde, c'est le melting pot, c'est la France que je vois dans les transports en commun. Pas que celle qui est nichée dans un quartier bien défini de Paris. Voilà. Dans l'ombre. Hélas, on arrive à la fin de cet épisode Kif Taras. Je pense qu'on pourrait réinviter Fatou pour parler de plein d'autres choses, parce que moi j'ai trop de questions à lui parler.
Donc si vous aussi vous avez aimé cette discussion sur la redéfinition de la beauté et que vous avez un avis sur s'il faut dire un afro ou une afro, oui, ça serait bien. On est preneurs, ou preneuses en l'occurrence. Vous pouvez nous écrire à kiftaras@binge.audio ou nous contacter sur les réseaux sociaux en suivant @kiftaras sur Twitter et Facebook avec le hashtag Kiftaras. Et n'hésitez pas non plus à suivre Fatou Ndiaye sur Black Beauty Bag, Instagram, Facebook et son blog. Et Kiftaras est donc un podcast produit par Binge Audio et réalisé aujourd'hui par Mathieu Thévenon. On se retrouve dans 15 jours avec une nouvelle plongée dans la question raciale. Merci beaucoup Fatou. Merci pour l'invitation. Fatou. Merci, c'est gentil. Merci, salut Grâce. Bye Rokhaya.